Merci beaucoup. Merci de votre invitation à intervenir à nouveau dans le cadre de ces conférences. Alors, effectivement, le sujet a été défini il y a pas mal de temps maintenant. On était parti sur cette idée du leadership politique européen. Il m'a paru intéressant, quelques jours avant les élections européennes, de lier cette question du leadership politique européen à l'enjeu de la démocratisation du choix du président de la Commission européenne. Je pense que les deux aspects sont liés en réalité. Peut-être deux, trois mots d'introduction. Alors je vais essayer de ramasser au maximum mon intervention, puisque le temps est compté. En tout cas, peut-être deux, trois mots d'introduction pour préciser ce que j'ai à l'esprit en évoquant ce lien entre leadership politique et démocratisation, notamment du choix du président de la Commission. Vous avez prévu de parler de la dimension économique européenne, de la crise, dans le cadre de ce colloque. Je pense qu'au-delà de cette crise économique et sociale qui affecte l'Union européenne, cette crise a évidemment aussi une dimension politique. Pascal Perrineau en a parlé ce matin. Crise politique qui se caractérise par un degré de défiance inégalé à l'égard de l'Union européenne et de ses institutions. Crise politique qu'on pourrait finalement interpréter à la fois comme un déficit de légitimité, mais aussi comme un déficit de leadership politique. Beaucoup de citoyens ont pu faire le constat d'une faiblesse du leadership politique européen, proprement européen pendant la crise. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu de leadership politique. Il y a eu du leadership politique, mais national, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est beaucoup moins net pour ce qui est d'un leadership politique au niveau européen. Et donc, à côté et en parallèle de ce déficit de légitimité, je pense qu'on peut également parler, pour reprendre d'ailleurs une expression qui a été inventée par Nicolas Véron, d'un déficit exécutif. Et je pense qu'au-delà de la crise économique et sociale, cette crise politique dont je commence à parler, finalement, se reflète aussi, s'exprime aussi dans un contexte où l'Union européenne se trouve aussi plongée au cœur d'une crise géopolitique, dans le contexte de tension, du problème russo-ukrainien auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, Yves-Charles Zarka. Là encore, je pense que cet épisode montre que l'Union est minée par un déficit de légitimité politique et que cette Union risque sans doute de passer d'ailleurs à côté de ses responsabilités historiques en la matière. Alors, l'hypothèse en fait, que je voudrais développer rapidement, c'est que les principaux problèmes structurels auxquels se trouve confrontée l'Union européenne, du point de vue en tout cas de ses citoyens, c'est-à-dire son problème d'efficacité, son problème parfois jugé de transparence, son problème de légitimation démocratique des décisions qui sont prises, plus généralement la faible confiance qui affecte cette Union européenne, s'articule autour au moins de deux éléments que l'on peut placer finalement au cœur du diagnostic que l'on peut faire de l'état de l'Union européenne aujourd'hui. Premier élément, je crois que c'est le lien très faible, en tout cas perçu comme tel par les citoyens, par les électeurs, entre d'un côté la volonté des citoyens exprimée lors des élections européennes et les décisions et les orientations politiques qui sont prises par les leaders politiques européens. Je pense qu'il y a une faiblesse du lien électoral entre les deux, et par ailleurs le déficit de leadership politique à l'échelle de l'Union européenne. Et donc je voudrais insister sur ces deux éléments-là, d'abord avec une première série de remarques, essayant de décrire même rapidement le lien entre déficit électoral et déficit de leadership politique européen, puis une seconde série de remarques plus spécifiquement centrées sur l'enjeu de la démocratisation, de la politisation du choix du président de la Commission, qui est l'un des enjeux politiques de ces élections européennes et qui me semble sous-tendre la question du leadership politique européen. Sur la première série de remarques, je pense que les deux éléments que je mentionnais à l'instant à la fin de ces quelques mots d'introduction, c'est-à-dire faiblesse du lien électoral entre les élections européennes et les orientations politiques de cette Union européenne, et par ailleurs déficit de leadership politique européen, ces deux éléments sont liés, sont intrinsèquement liés l'un à l'autre, et je pense que du point de vue des représentations, là encore, les choses sont peut-être plus complexes dans la réalité, mais beaucoup de citoyens ont le sentiment que l'Union européenne est une machine, peut-être un monstre, une
démocratique qui produit des règles plus qu'il ne fait des choix politiques à proprement parler, sans que finalement le vote de ces citoyens puisse impacter, en tout cas de manière visible, les choix qui sont opérés et les orientations qui sont choisies. Et je pense que de ce point de vue-là, cette manière d'appréhender l'Union européenne est liée sans doute au fait que l'intégration est de plus en plus souvent et de manière régulière présentée à ces citoyens comme étant le résultat de choix politiques qui sont très souvent le fruit de la nécessité. J'ai en mémoire en disant ça ce que disait Alain Matthies tout à l'heure dans ses quelques mots d'introduction, et où il disait qu'effectivement, il pointait ce paradoxe selon lequel nous sommes effectivement, du point de vue des enquêtes d'opinion dont on dispose, dans un contexte de défiance extrêmement fort, et en même temps, depuis le début de la crise, depuis 5 ans, on assiste à un mouvement de fédéralisation, notamment de la politique économique européenne, en tout cas en matière budgétaire. Je pense que l'un des problèmes qui se posent à cet égard, c'est qu'effectivement, il y a ce mouvement de fédéralisation, mais sous l'empire de la nécessité, sous la pression des événements. D'ailleurs, empire de la nécessité dont Jean Monnet lui-même disait dans ses mémoires qu'il était le plus puissant des fédérateurs. Simplement, est-ce que cet élément facilite l'appropriation démocratique par les opinions publiques, des décisions qui sont prises, des choix qui sont opérés, notamment dans un contexte de crise, où on voit bien qu'il est très difficile, en tout cas je trouve que l'effort n'est pas suffisamment fait, de mettre en perspective, politiquement parlant, l'ensemble des décisions, des solutions qui ont été apportées, qui sont additionnées de manière finalement très fragmentée, sans que le citoyen lambda, que nous sommes, que vous êtes, eh bien, puisse percevoir le sens clair de ce qui est fait. Et donc je crois que de ce point de vue-là, ce sentiment est d'autant plus frustrant que la responsabilité politique, en fait, des choix qui sont opérés n'est guère perceptible par les citoyens. L'Union européenne reste largement désincarnée. Je pense que cette dimension d'incarnation est liée à la question du leadership politique. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, finalement, me semble dépourvue d'une représentation politique propre, audible, aisément perçue comme étant identifiable et légitime par ses citoyens. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse que l'Union européenne est prise dans une sorte de cercle vicieux ? C'est-à-dire qu'à la fois, le citoyen ne perçoit pas de représentation politique responsable de l'Union européenne, ce qui renforce son sentiment de défiance et son incapacité à s'identifier politiquement. Et je crois que ce manque de soutien de la part des citoyens mine à rebours la légitimité de cette même représentation et la rend en réalité encore plus fragile. Je crois que c'est dans ce contexte général-là que la question du leadership politique et donc en réalité du mandat politique européen se pose. Je crois qu'un ensemble politique de plus de 500 millions d'habitants, 1,5 milliard, ne peut pas en fait se passer de leadership s'appuyant sur un mandat politique clair, responsable politiquement devant les opinions publiques. Je disais tout à l'heure, oui, bien sûr, sans doute, il y a eu l'expression de certaines formes de leadership politique national au niveau européen dans la gestion de crise. Les États ont joué un rôle prépondérant, et c'est sans doute normal compte tenu des enjeux auxquels l'Union européenne était confrontée. Bien sûr, seuls les leaders politiques nationaux ont sans doute le capital politique nécessaire pour pouvoir nouer des compromis et prendre des décisions sur des enjeux financiers absolument considérables. Mais la question que j'aimerais poser devant vous est la suivante. Est-ce que, finalement, une addition de leaders nationaux produit un leadership politique européen? Est-ce qu'une juxtaposition de mandats politiques nationaux produit un mandat politique européen? Je crois que la réponse est non. Et je crois que les réactions qu'on a dans beaucoup de pays, notamment qui ont été confrontés à des difficultés financières, qu'ils aient été sous programme ou pas, effectivement, comme ça n'a pas été le cas pour l'Italie, je crois qu'une grande partie de la défiance qui s'est accrue depuis le début de la crise dans beaucoup de pays européens est liée à cette incapacité à percevoir un niveau politique européen responsable et auquel serait imputable la responsabilité des décisions prises. Je crois que si on est d'accord avec cette hypothèse, encore une fois, on pourra en discuter ensemble naturellement si vous souhaitez, pour sortir de cette impasse, je crois qu'il faut essayer de contribuer, de permettre
l'émergence d'un véritable niveau de représentation politique au niveau de l'Union européenne, qui soit capable de s'affirmer non pas contre les États membres, effectivement, je partage l'hypothèse générale qui a été placée au centre de cette rencontre, mais en tout cas capable de s'affirmer aux côtés des États membres, qui soit plus sûr de sa légitimité politique et démocratique devant les opinions. Et je crois que ce programme, si on l'accepte, il implique en fait une politisation accrue, et je crois qu'on est complètement dans notre sujet, l'Europe parle politique, implique une forme de politisation accrue des institutions, en tout cas politiques de l'Union européenne, pas de l'ensemble des institutions. Je pense qu'il s'agit d'une politisation partielle qui ne concerne pas l'ensemble des institutions naturellement. C'est sans doute un virage qui est délicat à prendre, mais je pense qu'à vouloir éviter de prendre ce virage-là, il me semble qu'il y a un risque de sortie de route réel. Encore une fois, dans les enquêtes d'opinion et les notes d'échéance dont on a parlé, dont parlera Pascal Perrineau cet après-midi, constitue un indice, me semble-t-il, évident. Alors, à cet égard, et je ferai complètement la passe sur disons, une série de développements que je voulais faire, qui étaient plus de nature historique, pour montrer que le Parlement européen avait été à la pointe, en réalité, de ce mouvement de politisation et de démocratisation au sein de l'Union européenne, et notamment eu égard à la question du processus conduisant au choix du président de la Commission. Mais pour aller plus directement au but, je voudrais faire maintenant, en quelques minutes, une seconde série de remarques, peut-être plus directement liées à la question du choix du président de la Commission européenne, qui constitue l'un des enjeux politiques du scrutin auquel nous sommes invités à participer d'ici quelques jours maintenant. Premier élément que je voudrais signaler à cet égard, c'est que le Parlement européen, je crois qu'il a raison de le faire, souligne à juste titre que ces élections européennes de 2014 vont avoir, et peuvent avoir, les choses sont peut-être moins claires que ça, mais un impact plus direct, en tout cas que les scrutins précédents, sur la désignation par le Conseil européen du président de la Commission. C'est l'article 17 du traité de Lisbonne qui dispose effectivement explicitement que les chefs d'État et de gouvernement réunis au Conseil devront proposer au Parlement européen une personnalité politique en tenant compte du résultat des élections européennes. C'est une innovation politiquement importante, dont je constate d'ailleurs qu'elle est parfois minorée, elle est même plus souvent relativisée, ou bien techniquement, ou bien en disant de toute façon ça ne marchera jamais, c'est un gadget. Je voudrais essayer de prendre peut-être un peu plus au sérieux en fait, cette question-là que c'est fait de manière générale, et j'ai l'impression majoritaire en fait, aujourd'hui dans le débat public. Effectivement, c'est vrai que le Conseil européen, c'est très difficile de dire précisément les choses, et à nouveau, il faut faire une sorte de pédagogie de la complexité auquel nous invitait Mireille Delmas-Marty tout à l'heure. Sur ce sujet, le Conseil européen n'a pas d'obligation juridique, mais je parle sous le contrôle des juristes bien plus éminents que moi qui sont ici pour le dire, de choisir parmi l'un des candidats qui ont été choisis par un certain nombre de partis politiques européens. Le Parti populaire européen a choisi Jean-Claude Juncker, le Parti socialiste européen a choisi Martin Schulz, les libéraux ont choisi Guy Verhofstadt, la gauche radicale a choisi Alexis Tsipras, et les Verts ont choisi José Bové et Ska Keller. Donc, point important, tous les partis politiques européens n'ont pas choisi de candidat, mais effectivement, parmi les grands partis, ce choix a été fait, mais le Conseil européen n'est pas tenu de choisir, à l'issue du scrutin, quelqu'un, une personnalité politique qui a été candidat, ce qui est un peu troublant en termes démocratiques, mais c'est comme ça, c'est peut-être là aussi l'une des contradictions logiques qui reflètent les deux logiques dont parlait Mireille Delmas-Marty tout à l'heure, hein, logique intergouvernementale d'un côté, dont on voit bien qu'elle conduit cette logique à ce que les États, les chefs d'État de gouvernement souhaitent garder la main sur le processus de désignation conduisant au choix du président de la Commission. Et puis d'un côté, l'émergence, même embryonnaire, même peut-être partielle aujourd'hui, d'une logique électorale qui sous-tend de manière peut-être croissante le processus conduisant au choix du président